Le Rendez-vous Tech est une émission sans pub ni sponsor qui est financée entièrement par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Jean-Luc Léon Dufour, Jean-Charles P, Quentin Roulier, Goth, Wesh Patoche, dont je suspecte que ce n'est pas le nom officiel, Charles Misson, Antoine Siffer, Benoît Bouillard et Sovanara Hack. Merci à vous tous, et si vous aussi vous souhaitez soutenir l'émission, c'est très simple. Vous allez sur le lien présent dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui couvre l'actualité technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et avant de dire bonjour et bienvenue à mes invités, je vais faire une petite annonce très rapide à ceux qui n'auraient pas suivi l'information sur les réseaux sociaux, sur le blog, je l'ai dit un petit peu partout, mais grande nouvelle pour le Rendez-vous Tech qui devient hebdomadaire. L'émission était bimensuelle comme vous le savez jusqu'à maintenant et elle va devenir hebdomadaire à partir d'aujourd'hui, c'est le premier épisode hebdo. J'ai tous les détails et on va en parler un petit peu plus dans quelques temps, dans quelques minutes après avoir parlé du Mobile World Congress. Oui, Jérôme. Je sais plus, hebdomadaire, c'est une bosse ou deux bosses, je sais plus. On continue toujours dans le même esprit, au moins il y a des choses qui ne changent pas et cette voix donc que vous entendez, c'est celle de Jérôme Kainborg qui se joint à moi et qui se joindra à moi tous les premiers mardis du mois. Et normalement, on a les coéquipiers de Feu Upload qui devraient se joindre à nous pour cet épisode avec Jérôme. Malheureusement, tous les deux sont indisponibles pour cet épisode précis et nous les remplaçons par avantageusement, je dirais, par le sieur Pepe Garcia qui se joint à nous directement depuis New York, mais pour nous parler, on va dire pour 20-25 minutes pour nous parler du Mobile World Congress qui a eu lieu il y a quelques jours de ça et auquel tu étais. Comment ça va, Pépé ? Bonjour les garçons, c'est super gentil de m'inviter dans votre émission comme ça, c'est génial. En plus une bonne nouvelle, elle passe vous la faites tous les jours maintenant, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. C'est génial. Non, même moi, j'ai pas osé le faire professionnellement. J'arrive pas tous les jours. Moi, je vous admire. Vous êtes mes stars. Bon, non, c'est la mienne tous les jours, hein, Patrick. Oui, moi je suis pas aussi courageux que Jérôme quand même. Faut pas exagérer. Non, mais parce que nous, en fait, on privilégie la qualité plutôt que la quantité, Jérôme. Tu vois, c'est non, pour mais ça t'as raison. Moi, de toute façon, je fais ça tous les jours. Ça m'évite de rentrer trop dans les dossiers. Hein. Tu me connais. Justement, on a un gros dossier qu'on va évoquer. On a des news et rumeurs dont on parlera, qui sont plus nombreuses bien sûr après que Pépé sera retourné se coucher parce qu'il est très très tôt à New York au moment où on enregistre. Mais le premier gros dossier, c'est donc le Mobile World Congress qui est, comme vous le savez tous, le salon de la mobilité et des téléphones mobiles essentiellement, le gros événement de l'année dans ce domaine, auquel a été présenté les Samsung Galaxy S9 et S9 Plus dont on va vous parler. Il y a eu aussi d'autres petites annonces peut-être un petit peu moins excitantes, mais avant de se lancer dans les détails du Galaxy S9, Pépé, qu'est-ce que tu as pensé de ce Mobile World Congress, de cette édition excitant, sympa, un petit peu soporifique, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, bon, je vais répondre calmement à toute cette question parce que j'entends beaucoup de trucs disant ouais, c'était ça cette année et autres. Mon enthousiasme naturel fait qu'il faut vraiment qu'un salon soit nul de chez nul, de dos pour que je trouve rien du tout. Et là, c'était pas le cas. Il y avait plein de choses. Fallait fouiller, chiner. C'est un petit peu la foire. C'est la foire du GSM. Alors, en effet, il y a eu les annonces tonitruantes de Samsung, tout le monde le savait, hein, le S9 et le S9 Plus, qui a peut-être un petit peu fait peur à d'autres fabricants qui ont dit nous, ils vont prendre toute la lumière, donc nous on va essayer de pas montrer trop de choses encore parce que bon, il y reste de l'année pour le faire. Donc en effet, il y a eu des choses de tous les côtés. Moi, ce que je note tout de suite, c'est que j'ai pas pu faire 3 stands, on va marquer en gros 5G partout. 5G,
5G, jamais vu ça sur un salon de cette taille, c'est-à-dire de cette dimension. Donc il se passe un truc, on va en parler en détail dans quelques instants autour de la 5G. C'est tout ça, ce sont des projets, des prévisions et autres. Il y avait une bonne ambiance, il y avait des choses de tous les côtés. Donc moi je trouvais que c'était un salon qui était très positif, c'était pas révolutionnaire parce que même la 5G c'est quelque chose qui est encore qui est proposé, si je puis dire, par l'industrie. Mais c'était super. Il y avait une belle mise en scène. Moi j'ai aimé ce salon. C'est pas le meilleur. Pour moi un meilleur salon, ça serait tous les fabricants qui proposent un truc absolument délirant. Ça c'est pour moi le salon qui serait idéal. Mais à chaque fois, tout le monde y va par rapport à ses plannings de diffusion de matériel. Il faut savoir un truc quand même. Tu m'arrêtes quand je parle trop parce que tu me connais. Non, mais j'adore ta voix en fait. Je sais. J'écoute pas vraiment ce que tu dis. J'écoute juste ta voix. Pépé. Au réveil, adorer ma voix. Non, mais le truc, c'est que, comme toujours, je veux dire, il y a toujours un petit peu de grosses attentes autour de salons pareils et tout le monde redescend un petit peu en disant oui, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Mais fouillez, vous allez voir que, en effet, il y a des choses. Et ce que je voulais rajouter, c'est que de plus en plus, on est un petit peu tous les vieux de la vieille de cette profession. Je m'aperçois que les salons sont pas forcément le moment où les marques balancent les produits. C'est-à-dire qu'en effet, des marques le font, mais d'autres disent on peut le faire le reste de l'année, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, ça fonctionne en dehors des salons. Donc c'est pour ça, pas de panique, c'était bien, c'était excitant, voir de la 5G partout, des essais de tous les côtés, par Orange, par machin, par SK Telecom de la Corée du Sud. Moi, ça m'a fait carrément kiffer. Je veux dire, c'est très bien. Mais est-ce que tu sens pas quand même un petit effet, enfin un effet quand même qu'on sent déjà depuis 2-3 ans, la course à l'innovation obligatoirement, enfin le marché, en tout cas, je parle que des smartphones, devenant mûr, en termes d'innovation, les marges deviennent de plus en plus étroites. Ça se bat maintenant sur des arguments plus marketing parfois que de réelles avancées technologiques. Moi, je me souviens d'une époque où quand même les smartphones avaient énormément de différences entre eux. Là, c'est vrai que je pense que le public aussi, il y a un effet de lassitude. On est quand même bien moins dans les smartphones, c'est nouveau, c'est tout beau. Les gens sont beaucoup plus raisonnables avec leurs smartphones. Je crois qu'il y a effectivement, on le voit d'ailleurs dans les taux de renouvellement des smartphones, qui est beaucoup plus raisonnable, comme tu le dis, qu'il y a quelques années. Même des gens comme moi changent de smartphone, on va dire tous les 2 ans plutôt que tous les ans. Et pourtant, Dieu sait que moi, je suis un excité de la technologie. Et on le voit d'ailleurs avec ce Galaxy S9 et ce S9 Plus. Il y a des choses intéressantes effectivement, mais en gros, pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas spécifiquement au téléphone mobile ou à ce type de technologie, bon, c'est un petit peu un Galaxy S8 amélioré. Même, enfin, c'est la même chose chez tous les constructeurs. Moi, qui ai mon iPhone 10 et dont je suis très content, force est d'avouer que c'est pas non plus un téléphone fondamentalement différent de ce qu'on avait il y a un an. Et en l'occurrence, parlons de ce S9. Les caractéristiques principales, je pense, il y a un déplacement du capteur d'empreinte digitale qui est mieux placé. C'est un truc que demandaient les gens sur le S8. Il y a un écran qui est, selon DisplayMate, qui fait des calculs et des tests sur ce type de technologie, le meilleur écran de l'histoire du monde, même oui, par rapport aux télévisions. Hein, c'est impressionnant. Et malgré ça, c'est comme tous les écrans de téléphone, ils sont tellement bons aujourd'hui que oui, il est meilleur. C'est comme tous les autres écrans, il est meilleur, mais à moins de les voir vraiment l'un à côté de l'autre, ils sont tous satisfaisants. Il y a l'appareil photo qui là propose une vraie différence puisqu'il y a une double ouverture à 1.5 et à 2.4 qui est une première sur les téléphones mobiles. Surtout le diaphragme mécanique. C'est ça, voilà, qui est mécaniquement qui s'ouvre de manière différente. Bon, un processeur plus puissant, des haut-parleurs stéréo, les AR emoji, donc des sortes d'emojis composés à partir de votre visage qui sont animés, les AR emoji. Toutes ces choses-là, un mode super ralenti de 960 images par seconde, il prend 0,2 secondes et les transforme en 6 secondes, c'est un méga ralenti. Bref, énormément de choses. Le DexPad qui vous permet de connecter votre S9 à un moniteur pour l'utiliser comme ordinateur de bureau qui est encore amélioré, qui a l'air vraiment utilisable. Bref, tout un tas de nouveautés qu'on va pouvoir détailler. Mais je te repose du coup la question de Jérôme.
pour le commun des mortels, c'est pas c'est comme les derniers iPhones, on est toujours dans cette tendance d'incrémental qui fait que c'est un petit peu mieux, mais qui ne vaut pas forcément de changer de téléphone tout de suite si on y est satisfait de celui qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses toi qui l'as eu dans les mains? Oui, je l'ai eu entre les mains, puis j'ai regardé tous les autres. C'est-à-dire, moi, je me focalise pas sur un produit. Le truc, c'est que, en effet, pour répondre à ta question, je peux pas être en désaccord. C'est pas possible parce qu'en effet, il faut quand même savoir que nous, comme on est des professionnels et qu'on adore tout le moins de petits trucs étant plus parce que ça me fait kiffer, parce que je suis un gamin de 3 ans. Le truc, c'est que le public, en effet, pour le public, ce sont des petits bonus, mais qui ne changeront pas leur life. Il faut savoir un truc important, et je vais rebondir sur ce que tu dis et que j'ai trouvé très argumenté. C'est que, par contre, ce que moi j'ai remarqué, c'est que au niveau des fabricants qui proposent des téléviseurs entre guillemets début de gamme, moyenne gamme, je pense à tous les Wiko, les Honor et autres, on trouve maintenant pour 150, 200 € des produits qui font largement le boulot pour le grand public. Alors que les autres années, on avait du mal à trouver des écrans 18/9, des trucs comme ça. Et là, on se retrouve avec des tas de matériel qui se pointent. Et sincèrement, quand je les regarde, je dis mais bon sang, ça, il y a 2 ans, ça aurait été peut-être une petite révolution en lui-même. Et là, on les trouve. Il y a la marque Echo qui proposait un smartphone qui est skié. Il coûte 80 €. Il a un écran 18/9 dessus. Il est en 3G, ok. Mais c'est pour donner des tendances sur les produits qui sont en effet beaucoup moins onéreux, qui déjà font vachement bien le taf. Et ça, c'est un truc qui est bien pour le grand public. En effet, après, ça marche je dirais pas par caste, mais par niveau en effet, où on a des matériels qui sont comme tu sais, les flagships, dont les vitrines. Dans la vitrine, on essaie de mettre des trucs qui sont un peu plus kiffants et qui vont donc se battre avec d'autres vitrines, d'autres fabricants. Mais globalement, c'est pas ce qui est peut-être différenciant pour le grand public, qui lui va se dire bon ok, à chaque fois on te rajoute un petit truc de rien du tout. Moi, le diaphragme mécanique sur le S9, écoute, voilà, ça va pas changer ma life. L'écran qui fait vachement mieux à des mesures où il faut que tu une ventouse sur l'écran pour savoir qu'il fait vachement mieux, alors qu'à l'œil nu, tu te dis ouais. T'es gentil, mais je vois bien l'image, je vois bien les couleurs. Qu'est-ce qu'il a de plus? Bah oui, mais mets la ventouse, tu vas voir. Le Delta E est vachement mieux. Oui, bon, ça va, Coco, on a compris maintenant. Donc, si tu veux, quelque part, je me mets à la place des fabricants. Ils se doivent, en tant que fabricants, de faire le taf aussi et de proposer des trucs en plus. On sait très bien que le prochain iPhone va essayer de battre tout ce qui a été fait auparavant et que le S10 le fera et que le Note 10 le fera. Justement, ça fait partie du boulot. Justement, le S9, excuse-moi Jérôme, je te donnerai la parole juste après, et en particulier sur la question de l'appareil photo parce que c'est ta spécialité, mais sur le S9 quand tu l'as entre les mains, du coup avec ton regard d'enthousiaste, est-ce que pour le coup il y a quand même un truc intéressant, des trucs que t'as noté sur l'appareil en général? Quelle impression il t'a fait quoi? Moi, je connais bien les Samsung, je connais bien le monde d'Apple. Le truc, c'est que je l'ai eu entre les mains. Il est vrai que le problème, c'est que j'ai pas pu partir pendant une semaine dans un pays chaud pour le manipuler sur le terrain, faire les photos et autres. Ce que j'ai vu, c'est que moi, en tant que mec qui aime l'audio, les haut-parleurs stéréo, ça peut paraître rien du tout, mais c'est super important, surtout avec un écran 18/9. C'est-à-dire que quand tu as le smartphone devant toi avec l'écran 18/9, tu peux taper Netflix avec vraiment la stéréo sur le côté, ou même le Dolby Atmos si tu fous un casque et autres. Il y a des trucs qui sont quand même importants pour moi. L'écran, bon, l'image était magnifique, mais j'ai pas balancé la ventouse dessus pour savoir s'il fait mieux que le Huawei P10 qui était à côté. Mais c'est vrai que c'était magnifique. Ou même que le S8 de l'année dernière, qui était très bon. Oui, moi, tout à fait. Je veux dire, ce sont des écrans qui sont déjà à un sacré niveau. C'est-à-dire que ces matériels-là, il faut savoir que justement, vous parliez de l'iPhone 10, qui a pour moi un écran fabuleux également. Je veux dire, on est déjà sur des niveaux de performance, des couteaux suisses qui sont absolument dingues. Et c'est vrai, je reviens sur ce que vous disiez tous les deux. À un moment donné, le couteau suisse a aussi ses limites techniques, les limites d'innovation. On va pas attendre qu'il vole, qu'il ramène le café. Je veux dire, à un moment donné, ça serait pas mal. Mais oui, mais il faut être réaliste. Tu vois, le truc, c'est qu'à un moment donné, l'appareil peut pas aller plus loin que même l'imagination. Je veux dire, soit il devient transparent, soit il fait un truc pas possible, mais à un moment donné, il y a toujours un capteur. Vous savez très bien que les gens l'utilisent parce qu'ils font des photos, donc le capteur est super important. Et même sur les produits maintenant à 150, 200 €, les capteurs commencent à faire le boulot. Donc, le truc, après, on s'adresse à des castes, à des strates, mais ce sont des vitrines. Et c'est important que ces vitrines existent parce que ce sont elles qui font vivre le reste des gammes et le reste des marques. Donc, là-dessus, je suis enthousiaste, en effet. Voilà. Mais c'est pas révolutionnaire, je reprends ta question. Ouais. Le S9 Plus ne sont pas révolutionnaires, mais je pense pas que l'idée de Samsung c'était de faire une révolution.
c'est de faire progresser certains points. C'est vrai, c'est vrai. Alors, justement, une des progressions qui est peut-être, comme on le disait, la plus notable, c'est cette histoire de double ouverture mécanique, donc vraiment le diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme pour faire passer plus ou moins de lumière. Jérôme, toi qui es un grand spécialiste des appareils photo et également sur mobile, est-ce que pour toi ça c'est une vraie avancée intéressante? Qu'est-ce que t'en penses de cette au niveau, on peut quand même féliciter Samsung. Au niveau ingénierie, c'est une vraie prouesse de cette taille-là, c'est clair. de faire un diaphragme. Après, est-ce que ça va vraiment changer les photos de Monsieur Tout le Monde? Non. Disons que le mode automatique va être relativement intelligent. Il va ouvrir la très grande ouverture dès qu'on passe sous une certaine luminosité pour optimiser la luminosité. Sans luxe, ouais, en dessous de 100 lux. On va dire sans luxe. Il va ouvrir. Pour quelqu'un qui s'y connaît, honnêtement, oui, on aura un tout petit peu moins, de profondeur de champ si on ouvre grand pour avoir un tout petit peu plus d'effet bokeh. Mais non, c'est pas une innovation majeure dans la photo pour smartphone. Ça me surprend que tu me dises ça parce que justement l'un des grands problèmes il y a deux problèmes de ce que je comprends pour les appareils photo qui restent à conquérir sur les smartphones, c'est la taille du capteur qui reste petite et la possibilité de choisir son ouverture. Mais ça veut dire qu'avant on pouvait le faire en logiciel ou non, le truc c'est que il faut quand même réaliser, aussi bon soient nos smartphones, on parle de l'optique qui font la moitié de mon ongle. Donc des ouvertures, alors c'est bien f1.4, mais ça n'a rien à voir avec ce type d'ouverture que tu aurais sur du gros verre, sur des appareils photo, et la différence qu'il peut y avoir entre un f1.2 et un f1.4 sur des gros objectifs et sur un petit objectif comme ça, elle est quand même beaucoup moindre. Et attention, l'objectif, il a le diaphragme a deux positions là sur le S9. Il en a pas. Tu peux pas. On peut pas passer de l'une à l'autre progressivement, quoi. Tu peux pas te mettre à f22 par exemple pour faire du paysage et avoir tout net. C'est un changement relativement mineur entre deux ouvertures différentes. C'est pas non plus la souplesse où tu peux choisir ton ouverture comme sur un réflexe et tout ça. Mais attention, je veux pas cracher dans la soupe. On y arrivera et ils y arriveront. Il y a actuellement dans des laboratoires des recherches de malades sur comment arriver à faire des verres aussi petits, mais qui auraient des capacités de grands verres. Ils sont en train de travailler sur des... Enfin bon, je rentre pas là-dedans, mais c'est pour la recherche, pour l'avenir. Des choses qu'on croyait impossibles il y a encore 2 ans. Il y a 2 ans, je t'aurais dit non, on n'arrivera jamais à la qualité d'un réflexe sur un smartphone. Maintenant, j'en mettrai pas ma culotte au feu. D'accord. Les expressions de Jérôme. Ok. Ils avancent énormément. Après, pour résumer, ça va être un excellent. Moi, j'avais déjà trouvé que le Note 8 était le meilleur smartphone photo. Je l'ai. J'appelle avec là. Le Note 8 en photo, pour moi, battait même presque à plat de couture les iPhones. En vidéo, je suis très déçu par le S9. Chaque année, je dis ça, j'ai l'impression de me répéter. Pour la vidéo, les iPhones restent pour moi largement supérieurs. Quand on sait que le S9 va faire de la 4K 60 images secondes, youhou, génial. Oui, mais que pendant 5 minutes. Ah, dommage. Voilà. Ils y sont pas encore. Ils savent pas encore faire chez Samsung ça. Et il y a un traitement vidéo différent, traitement de la photo différent en basse lumière. Ils ont changé une partie du logiciel sur le S9. Moi, j'ai pas encore testé le produit, c'est une frustration. Je suis pas allé sur le terrain quelque part, à New York, moi j'attends partir le soir, quoi. Je suis très impatient de le tester, cela dit. Total. J'en peux plus, je suis au taquet. Mais tu vois, Patrick, juste pour terminer là-dessus, à quel point le reste ne m'intéresse pas dans le smartphone, c'est que si je fais un test, ça sera uniquement sur la partie photo. Le reste m'intéresse beaucoup moins parce que j'ai l'impression de répéter la même chose que l'année dernière, quoi. C'est vrai qu'il y a peu de différences, mais un des facteurs différenciants qui pourrait peut-être intéresser certains de nos auditeurs, c'est donc cette fonctionnalité DeX qui existait déjà avec les S8. Donc c'est une sorte de pad sur lequel vous posez l'appareil, vous le connectez, et il permet de connecter le truc
a un écran d'ordinateur et la nouvelle version donc avec le S9 et un pad à plat qui permet d'utiliser le téléphone comme trackpad et même comme clavier, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin d'avoir en plus une souris ou un clavier si on veut faire quelques petits trucs. Il y a des améliorations dans le logiciel, la résolution va jusqu'à 2560 x 1440, qui est une résolution de plus en plus utilisée. Ça peut commencer à devenir un argument, je pense. On en parlait déjà l'année dernière. Là, ça se confirme. Je sais pas si vous avez un retour là-dessus. Si tu l'utilises, toi, Pépé, avec ton, ou peut-être que. J'ai le DeX en effet, mais je n'utilise pas particulièrement avec le Note 8, avec un paquet smartphone, je l'ai pas fait. Mais l'idée en effet, c'est que j'ai vu des démonstrations, mais pas que chez eux. C'est-à-dire que Samsung faisait des démos, il y a d'autres fabricants qui travaillent là-dessus pour qu'en effet le smartphone ait une place encore plus importante dans le monde informatique. Et en effet, avec les trackpads, avec faire monter la définition, enfin la résolution, parce que c'est là le problème. J'ai pas vu que chez eux, mais c'est vrai que c'est une tendance. Si j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, c'est une tendance aussi de faire le smartphone, le couteau suisse. Ouais, mais toi tu l'utilises pas encore dans ton quotidien. Bon, donc on n'est pas encore à un moment où. Non. Est-ce que tu as vu d'autres choses à ce MWC qui t'ont marqué? On a vu HMD, enfin avec les Nokia, la licence Nokia qu'ils ont, le Nokia Banane là qui revient. On a vu des téléphones de Matrix. Voilà, c'est ça, le téléphone de Matrix. Ouais. De Matrix, mais enfin ils ont raison de faire ça. Tous les ans ils font le buzz en ressuscitant un produit qui est iconique. Et tout le monde se jette parce qu'attention, il fallait jouer des coudes pour accéder, pour voir ce entre guillemets, ce petit morceau de plastique à 80 €, qui en effet le design qui te rappelle des trucs quand tu as vécu ça. Et l'année dernière, ils avaient fait ça également, et tout le monde était là. Moi, je suis pour ce genre de résurrection dans le sens où dans le cas présent, contrairement à l'année dernière, Nokia a quand même balancé la 4G, possibilité d'avoir des applications sur le produit. Il y a toujours Snake. Parce que bon, un Nokia, s'il n'y a pas Snake, c'est pas possible, je veux dire. Donc ils ont il y a les apps HTML5, c'est une version modernisée comme le 3310 de l'époque, quoi. Oui, c'est ça. Tandis que celui de l'année dernière était pas 4G, par exemple. Si ma mémoire est bonne, il était que 3G. Le 3310 qu'ils avaient rebasculé. Donc là, il y avait un effort. C'est vrai que ça fait partie du jeu au Mobile World Congress de montrer des produits comme ça qui rappellent certaines références iconiques qui ont marqué l'histoire du GSM. Donc j'ai vu ça. En effet, il y a LG qui proposait une version plus évoluée entre guillemets du LV30, la version S qui s'appelle ThinQ. Alors justement, si vous m'accordez quelques instants, j'aimerais également revenir sur l'idée que dans les smartphones, on essaie d'intégrer au maximum, voyez-vous, l'intelligence artificielle, ce que eux appellent l'intelligence artificielle, donc reconnaissance d'objets, interopérabilité, c'est dur à dire le matin, tu te lèves, interopérabilité avec les objets connectés. C'est-à-dire que vraiment, on sent que on essaie de faire progresser le smartphone en le rendant intelligent. J'aime pas ce mot intelligence artificielle parce que ça veut tout dire et rien dire, on sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas comment il se prend. On a vu du branding, je crois que c'était chez Asus, ils avaient AI pour tout, quoi. AI photo, AI clavier. Ça fait rêver les gens. Ouais. Ça me fait penser quand on mettrait 4K partout pour dire tiens, l'écran est mieux. Oui, pas de 4K, ça va être de la 3D. Voilà, c'est ça, amuse-toi, joue avec, balance tes billes. Mais le truc, c'est qu'en effet, on essaye de faire en sorte que ça devienne un majordome, un assistant personnel, ce téléphone. Donc on essaie de le foutre ce qu'ils eux appellent l'intelligence artificielle, notamment sur la prise de photos, où il a des patterns, comment on dit ça, oui, c'est toujours difficile à traduire le mot pattern. Alors j'allais dire des mires. Enfin, le téléphone LG fonctionne un peu bizarrement, enfin bizarrement non, il fonctionne avec donc 8 possibilités, soit c'est un paysage, soit c'est un machin, il reconnaît et par rapport à ça, il va régler derrière l'image de façon automatique. On peut débrayer le tout. Il y a beaucoup de smartphones qui vont en effet essayer de reconnaître qui photographie, qui reconnaissent des objets pour en même temps faire une interconnexion avec un site d'achat ou un truc sur Google pour essayer de demander de renseigner par rapport à ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'on essaie de lui donner pas une conscience, une intelligence. C'est-à-dire qu'il photographie un truc, il voit un truc, il doit l'analyser pour te renseigner toi. Tu vas quelque part dans un musée, paf, tu regardes, tiens, ce tableau, c'est machin, ces trucs, est-ce que tu veux une copie voilà. C'est faire partie des choses que j'ai vues chez beaucoup de fabricants. Ça va évoluer et par contre, je sais pas si le public est à fond là-dedans. C'est moi ce qui m'intéresse, c'est le public. Est-ce qu'il va en penser, est-ce qu'il a envie d'utiliser? S'il trouve que c'est nul, que ça n'a rien à faire. Je continue à penser que le public veut que ça aille vite, un smartphone, qu'on photographie correctement, qu'il soit léger, que l'écran soit bon pour regarder Netflix. Enfin, moi je regarde autour de moi, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont pas en train de compter les pixels, un truc comme ça. Après, c'est normal que certains le fassent.
Bah justement, une autre tendance qu'on a vue chez beaucoup de constructeurs, c'était qui confirme la tendance de l'année dernière, c'est la fin des bordures. Il y a énormément de téléphones qui avaient des bordures extrêmement fines, et du coup, pour placer la caméra, ils se sont mis à copier le comment on dit, le notch de l'iPhone 10. Il y avait des designs qui étaient assez. Il y a beaucoup de gens qui l'ont noté. Il y en a 8. Ouais. Smartphones qui ont le notch en haut, enfin, ce qu'on appelle l'encoche, tu vois. C'est ça, voilà, ce qui fait un peu le bon. Sorti, les mecs étaient là, oh mon dieu, l'encoche, quel horaire, et tout. Et t'as les mecs qui balancent les smartphones. Il y avait 2 copies d'iPhone absolument dingues, je sais plus quelles sont les marques, j'ai regardé des trucs, mais c'est WTF, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Quoi. Mais bon, au-delà de ça, au-delà de ça, c'est quand même la fin des bordures, quoi. Là, c'était clairement, tu le confirmes, ouais. Ah bah oui, non mais c'est clairement identifié. Donc c'est même pas on n'est pas en train de supputer, clairement ça vire de partout, et même sur les produits, je reviens là-dessus, qui sont début de gamme, on essaie d'enlever, quoi. Je veux dire, et l'arrivée du notch m'a fait quand même beaucoup rire. Ouais, ce qui est dommage en plus avec l'arrivée de ces notches, c'est que Android a quand même des spécificités qui en font quelque chose d'unique par rapport à iOS. Ça doit vraiment énerver Google de voir son système d'exploitation mis sur des smartphones qui singent iOS, et je pense que ça ne fait que renforcer la stratégie maintenant de Google de faire des pixels et ses propres Android pour mettre en avant les éléments différenciants et même supérieurs d'Android par rapport à iOS. Et c'est vrai que même dans les interfaces, je citerai pas de marque, mais il y en a, tu les ouvres, t'as l'impression, enfin, si tu t'y connais pas comme nous, il y a des gens, tu vois pas la différence entre un iPhone et un Android. Je note que Google a implémenté dans l'OS Android la possibilité justement de gérer des écrans qui ont cette encoche. Donc ils savaient, mais je crois que, tu sais, en l'occurrence, c'est pas vraiment une question d'aller singer pour spécifiquement la question de l'encoche. C'est que quand tu arrives à un niveau de bordure aussi fin que ça, il faut bien que tu mettes la caméra quelque part. Alors il y a des constructeurs qui trouvent des astuces qu'ils ont brevetées, avec genre une petite caméra qui est dans le bord du téléphone et qui sort genre vers le haut quand tu as besoin d'utiliser l'appareil, ce genre de choses. Mais il n'y a pas 1000 manières d'intégrer un appareil photo, à moins qu'on puisse le mettre sous l'écran, et là on n'y est pas encore avec Ouais, mais c'est hyper dangereux parce que ça va énerver Apple. Il va se décider à enlever encore des trucs. Ils vont supprimer les appareils photo juste pour être différenciants maintenant, Apple. Alors allez-y mollo, Android. Bientôt, on va se retrouver avec une plaque en alu chez Apple. D'autres choses à noter du salon, des trucs peut-être. Tu disais, t'as chiné, t'as trouvé des trucs peut-être un petit peu différents qui n'ont même pas forcément à voir avec les téléphones mobiles, ou quelque chose de notable, Pépé, ou on a fait un petit peu le tour? Non, faudrait revenir 3 secondes sur la 5G, parce que quand j'ai commencé l'émission en parlant de ça, il faut surtout que les gens décompressent un grand coup, parce que là, moi je regarde un peu les comptes rendus de tous mes confrères et mes collègues, j'ai vu qu'en effet la 5G, et même moi j'ai fait des vidéos sur la 5G sur ma chaîne YouTube, enfin j'en ai fait une dans tous les cas pour essayer d'expliquer les choses, et je pense que les gens vont commencer à se dire, ah ça y est, non mais c'est foutu, non mais on n'a pas encore la 5G, on a encore la 4G, il faut que la 5G arrive très très vite. On est vraiment dans quelque chose où il y a des expérimentations qui vont être faites par Bouygues, par machin, par truc, sur Bordeaux, sur autre pour la France, la Corée du Sud également, mais on n'y est pas du tout. Pour le moment, c'est l'industrie qui va s'en emparer de façon très très forte. Pourquoi ? Parce que la 5G est une condition sine qua non déjà pour les véhicules autonomes, pour les drones professionnels, pour beaucoup d'applications et beaucoup de facettes de l'industrie, pour commencer, pour que ça aille plus vite. Et je pense que le grand public va être malheureusement beaucoup en retard là-dessus. Alors, il faut expliquer également que la 5G permettra, je crois, une connexion de 1 million de matériel en haut débit au kilomètre carré. C'est-à-dire, c'est un truc de folie quand ça sera vraiment installé. Elle pourra être opérationnelle dans les tunnels, dans les centres commerciaux. Ça passera partout quand ça sera opérationnel. Il faut revoir toute l'infrastructure. Il faut revoir plein de trucs. Donc, on va entendre beaucoup parler de la 5G. Moi, ce que j'attends, c'est qu'en effet, le public y ait accès. Mais je pense qu'on a le temps d'attendre un petit peu. Mais tout le monde en parlait, que ce soit en passant de ZTE, qui est un des pionniers sur place, Huawei. Alors, Huawei, premier routeur 5G qui a été proposé justement en prototype pendant
pendant le Mobile World Congress. Ils sont très très forts en Chine sur la 5G. Il y a vraiment des territoires. C'est l'Asie qui bouge le plus actuellement. Hein. Bah c'est vrai qu'on est en train d'arriver à la finalisation du standard de la 5G qui n'est pas encore finalisé. Donc on est dans cette période un petit peu intermédiaire. Et exactement. Et c'est vrai qu'il y a aussi ces appellations commerciales où des sociétés, enfin des fournisseurs d'accès, des sociétés de communication vont utiliser le terme 5G pour des technologies plutôt 4G améliorées. Donc on est dans cette période floue qu'on avait eue avec la 4G aussi à l'époque. Voilà, c'est ça. Et mais il y a même aux États-Unis, je crois que c'est AT&T ou un autre opérateur qui est en train d'utiliser le terme 5G pour un truc qui n'est pas vraiment de la 5G. Enfin bon, et ça avait été le cas avec la 4G. Du coup, ils avaient développé la terminologie LTE. Enfin bref, c'est un petit peu le foutoir. Disons que si on est un petit peu optimiste, on peut imaginer les premiers tests cette année et le début du déploiement vers 2020, quelque chose comme ça. On peut l'espérer. Oui. Bah, les tests en ce moment, de toute façon, les tests sont faits partout. Oui, je parle de la France, oui. Oui, la France, ils sont dessus. Hein, qu'on soit clair, ils sont dessus actuellement. Il y a des essais qui sont faits, mais encore une fois, c'est des essais qui sont ponctuels, qui sont sur site et autres. C'est vrai que les performances dans ce cas-là montent. On est à 3 gigas et tout. Mais les trucs, t'es en train de regarder les chiffres, en train de défiler sur l'écran. Je dis mais c'est une blague, c'est quoi? Je veux dire, mais ça aussi, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça peut, si ça fonctionne et dans certains cas. Pallier à des manques de connectivité filaire. Alors rien ne remplace la fibre, on est d'accord, mais parfois dans certaines situations ça peut être utile. Ouais. L'idée de la 5G, c'est de justement de remplacer, enfin d'être une version de la fibre en aérien. Alors le truc en plus, c'est que la 5G permettrait d'aller dans les zones où actuellement même la 4G. Alors tout ça, c'est sur le papier. Hein, moi, je passe mon temps à parler avec eux. Ou alors à tous les endroits où il y a des zones blanches, voyez-vous, dans tel ou tel pays, patelin et autres. On dit voilà, 5G passera partout, dans les tunnels, machin truc, en haut, en bas, sur les côtés. On est là en train de se dire, on va être bombardé d'ondes, c'est pas possible. Et les mecs sont là en train de dire oui, ça vous inquiétez pas. Moi, j'espère pour tous les gens qui peuvent pas avoir un haut débit de pouvoir l'avoir en 5G. L'idée aussi, c'est la progression. On revient sur les smartphones quelques instants. La progression du nombre de personnes qui regardent des séries télé et autres sur les smartphones. Même temps, oui. Alors on a Netflix qui pousse en ultra HD derrière. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir du débit pour avoir sur ce petit écran ou même sur une tablette une image de haute qualité en 4K, donc en ultra HD. Et là, la 5G est visée également par tous ces providers qui disent on va peut-être pouvoir livrer des bonnes images de qualité à tous les gens qui regardent des séries tout le temps, sans pixels, sans rien du tout. Et ça fait partie du trip. Je veux dire, il y a l'entertainment qui est derrière. En disant, surtout dans les zones où effectivement ça reste, il faut quand même mettre en place les équipements, mais ce qui est évident c'est qu'il est beaucoup plus facile de mettre une antenne tous les quelques kilomètres que d'aller creuser exactement des tranchées pour mettre des câbles et des fibres optiques quoi. Enfin bon, écoute, le gaming est visé aussi puisqu'il y a le gaming qui est il y a une bonne latence normalement. Faire du gaming avec la réalité oui, c'est ça, avec une latence totalement réduite. Enfin moi j'ai des caractéristiques techniques. Quand je vois ça, je me dis oh là, mais est-ce que c'est bien? Et puis après je me dis mais est-ce que je serai vivant quand je vais le voir? On n'y est pas encore. Mais la 4G est arrivée finalement plus vite, je crois qu'on ne l'imaginait, donc peut-être on verra. Et moi, je suis enthousiaste. Pardon? Je suis enthousiaste, tu me connais. J'attends ça. Quoi. Et c'est ça qu'on attend de toi aussi, mon cher Pépé. Voilà. Écoute, je pense que ça nous fait un petit tour d'horizon du Mobile World Congress, effectivement. Donc, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Je vais te proposer de retourner te coucher, du coup, puisque tu es à New York, comme on disait, et qu'il est très très tôt pour toi. Tu peux pas nous dire pourquoi tu y es. C'est NDA super secret. Hein. Ah si. J'y suis pour me montrer parce que cette ville ne me connaît pas encore assez. Et je me dis ils ont jamais vu ça, donc autant y aller. Autant y aller. Très bien. Dans les rues avec un panneau vive PP World et tout. Non, je suis ici pour les téléviseurs. On va dire les téléviseurs, toutes les technologies autour des téléviseurs. Je peux pas encore parler, j'ai un NDA. Donc écoute, justement, dis aux auditeurs où ils peuvent te retrouver avant de nous quitter, histoire qu'ils aient les infos dès qu'elles sont disponibles quand le NDA sera tombé. Alors sur les réseaux sociaux parce que c'est là que ça va être balancé en premier. Donc mes réseaux sociaux, donc c'est Pépé Garcia 75 pour Twitter, Insta, Snapchat et autres. Je balance tout, Periscope aussi, et ça sera sur la chaîne YouTube particulièrement Pépé World. Voilà.
Alors, je vais faire une vidéo certainement explicative ou deux en fin de semaine ou la semaine prochaine pour voir un peu ce qui se passe ici. Et de toute façon, mes potes de 01net étant ici, je pense qu'il y aura aussi une intervention sur 01 en même temps. Voilà. J'espère que ça plaira. Je suis super content, les garçons. Merci de m'avoir invité. C'est génial. Je suis très, très heureux. Je vous parle en regardant en même temps par le 20e étage de mon hôtel, la ville de New York. Croyez-moi, c'est un effet extraordinaire. Je suis en train de pleurer. Je pense en vous. C'est trop fort. Merci. Bon, merci d'avoir pris le temps, Pépé. Passe une bonne journée et de bonnes quelques journées à New York et montre-leur bien comme t'es extraordinaire. Hein. Tu te balades dans les rues avec les panneaux, tout ça. Très bien. Allez, bisous les gars. Bisous tout le monde. Ciao Pépé. Salut Pépé. Ciao. Bon. Moi, quand je regarde par ma fenêtre, je vois le gardien qui sort les poubelles de mon appart dans le 18e. C'est un peu moins sexy, oui. Bon, écoute, on continue donc. Avant de passer aux news et rumeurs, comme je le disais, on va se prendre une toute petite minute pour vous parler de ce passage hebdomadaire du Rendez-vous Tech. Comme vous le savez, le Rendez-vous Tech est bimensuel depuis des années et des années, et maintenant il devient hebdomadaire pour tout un tas de raisons que je détaille dans un article posté sur Medium que j'ai partagé sur tous les réseaux sociaux et qui est également disponible sur le site de l'émission frenchspin.fr. Donc je vais pas rentrer dans tous les détails. Ce que je vais vous dire simplement, c'est que désormais l'émission sera a priori plus proche de l'actu, donc toutes les semaines, un petit peu plus court. On va essayer de se tenir à 1 heure de durée, histoire que l'émission ne devienne pas super compliquée à gérer. On va avoir plus d'invités réguliers. Alors normalement les premiers lundis du mois, il y aura l'équipe d'Upload, donc avec Jérôme, Cédric et Corben quand ils sont dispo. On aura également dans l'équipe des gens comme Cédric Ingrand, toujours Jeff bien sûr, qui nous rejoint de la Silicon Valley, Marion Doumain qui nous rejoindra également une fois par mois, et d'autres invités ponctuels également comme Pépé. Donc ça va faire une émission, je pense, plus dynamique, plus comme je disais régulière, et j'espère qu'elle plaira encore plus aux auditeurs. Alors une petite note aussi pour les patriotes, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir 2 ou 3 par exemple épisodes par mois, si vous voulez pas donner pour tous les épisodes, vous pouvez comme toujours, ça change pas, limiter le nombre d'épisodes auxquels vous contribuez chaque mois. Moi je dis à partir de 2-3, ça me semble correct, mais voilà, certains soutiennent tous les épisodes et je leur en suis extrêmement reconnaissant, puisque vous le savez, c'est le credo de cette émission, c'est le travail qu'on fait. On espère qu'il est apprécié par certains d'entre vous, et si ça vous apporte quelque chose, vous pouvez donner le prix d'un petit café ou d'une petite bière par épisode, et on apprécie énormément vos efforts. Aujourd'hui, je voudrais également remercier certains d'entre vous qui sont allés s'inscrire sur Patreon. En l'occurrence, c'est l'Inadapté. Et moi je le trouve parfaitement adapté, Guillaume T, Armitage, Sylvain Cutilas, Note Pampan, Pierre-Olivier Isérable, Florent, Olivier Gérardi, Christian Pierre et Audrey David. Merci à vous tous. Vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission, et comme vous vous en doutez, le fait de faire cette émission toutes les semaines, ça va demander un petit peu plus de travail, surtout avec le petit qui crie à côté parfois. Mais je pense que ça vaut le coup. C'est vraiment une nouvelle étape dans l'évolution de cette émission qui existe depuis bientôt 10 ans. Rendez-vous compte. Et je crois que ça va permettre. En fait, le rythme bimensuel était un petit peu hérité de l'époque où je faisais ça comme un hobby, un hobby entre guillemets, quand j'avais un vrai travail à côté. Et aujourd'hui, je crois que le fait de continuer à faire toutes les 2 semaines, ça avait ses avantages, mais ça a aussi certains inconvénients, et je pense que c'est beaucoup plus facile à suivre une émission hebdomadaire, c'est plus régulier, c'est plus sérieux, c'est plus logique. Donc voilà, j'ai décidé il y a quelques semaines, quelques mois de ça, de prendre cette nouvelle direction. J'en ai parlé avec les patriotes, ils sont au courant depuis un bon moment, et je crois que les réactions étaient plutôt positives. Donc j'espère que ça vous plaira aussi, et
sur ces bons mots, on va continuer avec la deuxième partie de l'émission où on vous parle des news et des rumeurs un petit peu plus rapides. Et on commence avec, on va encore parler un petit peu d'Apple. Il semblerait qu'ils soient en train de travailler sur de nouveaux AirPods qui pourraient avoir la fonctionnalité Hey Siri dès cette année et un nouveau modèle résistant à l'eau pour 2019. Il faut noter que les AirPods, c'est vraiment une catégorie de produits qu'on n'avait pas vu venir et qui est un assez gros succès pour Apple. Ouais. J'ai dit l'amour que je portais à ce produit alors que je pensais vraiment m'en foutre jusqu'au moment où je l'ai eu. Je note simplement que Hey Siri, c'est une fonctionnalité que j'attends pas forcément étant donné le peu de choses que peut faire Siri, qui est vraiment en retard sur la concurrence des intelligences artificielles. Mais voilà, c'est quand même un produit qui est notable. Je crois que tu es assez fan des AirPods également, non? Ou à moins que tu n'en aies pas. Moi, non, moi c'est les Beats 6, moi. Ah oui, c'est ça. C'est un peu l'équivalent. Enfin, c'est les autres écouteurs qui ont la même puce mais qui ont pas le même form factor que les. Moi, j'aime pas trop. Enfin, le truc, c'est que je suis pas assez ordonné tu les perds. Non. Puis remettre un truc dans une boîte à chaque fois, ça m'énerverait au bout de 2 mois, quoi. Bon, et ils auront possiblement également des écouteurs, pour le coup des gros écouteurs sans fil, mais ce qu'on appelle over the ear, donc des gros écouteurs, pas juste des écouteurs qu'on met dans les oreilles, qui pourraient arriver à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Donc ça, c'est les rumeurs pour les écouteurs d'Apple. Toujours avec Apple, on peut vous parler un petit peu de cette décision de justice qui a été prise dans le cadre de l'opération qui avait fait l'organisation Attack. Ils avaient été dans l'Apple Store de l'Opéra et ils avaient un petit peu occupé l'Apple Store de l'Opéra. Ils étaient plusieurs dizaines avec des pancartes, des haut-parleurs, etc. Et ils avaient fait valoir tout un tas de demandes et de critiques de la société à la pomme, comme on dit chez les vrais médias. Alors Apple avait évidemment demandé à ce que ce type d'opération soit impossible, et il y a eu une grosse surprise de la part du juge qui fera plaisir à certains d'entre vous, que moi je trouve un petit peu surprenante, c'est-à-dire qu'ils ont décidé, enfin le juge en question a pris la décision qu'il n'y avait pas de raison d'interdire aux militants d'Attack d'aller dans les Apple Store. Apple disait en fait, dans les Apple Store ça fait quand même ça fout un petit peu le bordel dans nos stores qui sont un lieu privé. Donc ils ont bien sûr le droit d'aller manifester devant les stores, mais les autoriser à rentrer dans les stores, c'est un petit peu limite. Alors le juge a dit que ce type d'action ne crée pas de violence ou de dégradation, il ne bloque pas l'accès au magasin, et donc ça ne caractérise pas un dommage imminent qui justifie de limiter le droit à la liberté d'expression et la liberté de manifestation des militants de l'association Attack. Apple voulait que les militants soient interdits d'entrer dans les magasins. Moi, je trouve que c'est un peu, les autoriser à manifester juste devant le store, bien sûr. Les autoriser à manifester dedans, je trouve ça un peu surprenant, on va dire. Je sais pas ce que tu en penses, Jérôme. Là, j'avoue que j'ai pas trop d'avis. Ça me surprend parce que je pensais qu'effectivement l'intérieur d'un magasin c'était quand même un lieu privé, quoi, normalement d'un magasin, et que normalement tu peux pas, le droit de manifestation, je crois pas. Après, je comprends aussi peut-être, le fait que la liberté d'expression fait que si effectivement il y a une marque qui fait quelque chose qui, d'un point de vue sociétal ou moral, est répréhensible, leur permettre de manifester à l'intérieur du magasin à partir du moment où ils mettent pas en danger ni la vie des employés, ni le matériel, ni la casse, pourquoi on leur interdirait? Là, j'avoue que ça me dépasse. Enfin. Ça dépasse mon niveau de compétence. Alors effectivement, dans sa décision, le juge a mentionné et c'était le cadre de la manifestation d'Attack, c'était la question du paiement des impôts et de l'évasion fiscale. Moi je trouve ça un petit peu hallucinant qu'on autorise des gens à aller foutre le bordel
dans le magasin, parce que oui, ils vont pas casser des trucs, mais bon. Apple n'a qu'à payer ils ont qu'à payer leurs impôts. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Et on va y venir. Là, c'est mon côté un petit peu. Tu vois, c'est le genre de remarque qui fait monter au créneau les auditeurs qui sont plutôt de gauche. Voilà. Bon, moi, je pense qu'on pourrait les autoriser à manifester devant le magasin. Ça serait à peu près aussi efficace, sans non plus être exagéré. Maintenant, mon côté un petit peu anti-capitaliste ressort aussi dans mon approbation d'une décision de l'Europe qui s'apprêterait dans les mois à venir à créer une nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires des géants du web, qui serait une taxe qui serait entre 2 et 6%, plutôt plus proche de 2 que de 6, d'après ce qu'on comprend. Mais c'est une initiative française d'ailleurs, qui semblait être un petit peu difficile à mettre en place, mais qui visiblement a reçu le soutien de suffisamment de pays européens pour visiblement être en train d'être négocié, et même d'après Bruno Le Maire soit possiblement mise en place bientôt. Et donc ça viendrait pallier à toutes ces tentatives d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale, on va dire, des géants du web, en taxant simplement leur chiffre d'affaires. Donc voilà, si vous vendez tant, vous payez tant de taxes dans le pays où vous vendez, et basta. Et c'est plus simple. Il n'y a pas ni sur les bénéfices que vous faites dans tel pays en passant les trucs par tel pays et machin. Non, c'est le chiffre d'affaires et c'est simple. Moi, je dirais que juste pour dire ce que j'en pense, on a souvent dit dans cette émission le problème de vouloir que ces géants payent malgré tout, c'est que il faudrait refaire les lois parce que ils font pas de choses, c'est peut-être amoral ou immoral, mais c'est pas illégal, ils utilisent simplement les lois telles qu'elles existent, et ça me paraît difficile de le leur reprocher. Donc réglons le problème à la source, changeons les lois, et là en l'occurrence ça a l'air d'être ce qu'ils sont en train de faire, et moi je trouve ça très bien. La petite complication, c'est à quelle société est-ce qu'on va appliquer ça, et en vertu de quoi est-ce que Apple ou Google ou Amazon devraient payer alors qu'une autre société ne doit pas payer cette taxe. Bon, ça à la limite c'est un détail qu'il faut régler effectivement, mais qui me paraît moins important que le fait de permettre légalement la juste taxation de ces sociétés, quoi. Ouais. Après, je suis pas un spécialiste, mais il y a une chose qui m'inquiète là-dedans. Je comprends pourquoi techniquement ils veulent faire sur le chiffre d'affaires et pas les bénéfices, parce que les bénéfices sont pas forcément calculés sur les territoires où sont faits le chiffre d'affaires. C'est ça. Ils exportent les bénéfices et ils les exportent dans les pays où ils sont le moins taxés. Donc oui, forcément, puis, le calcul des bénéfices peut se faire au final ailleurs, quoi. Mais d'une société à l'autre, tu n'as pas le même rapport au chiffre d'affaires. Tu prends par exemple Amazon, qui est une société qui fait un énorme chiffre d'affaires, mais avec des marges relativement réduites sur la vente des produits. Donc, je sais pas, je suis pas spécialiste du truc, mais je me dis, est-ce que ça va pas créer un effet de bord où du coup ces sociétés vont se mettre à optimiser pour faire les chiffres d'affaires les plus bas possibles avec les marges, et du coup, est-ce que ça va pas avoir des conséquences pour nous les consommateurs? J'en sais rien. Encore une fois, je suis pas spécialiste du truc, mais je sais que d'une manière générale, on n'impose pas sur le chiffre d'affaires en France, par exemple, les entreprises françaises, parce que ça serait pas, enfin, je crois pas en tout cas, parce que ça serait pas juste. C'est effectivement une problématique, mais je crois que on arrive dans une situation ici où oui, il y a des problèmes que peuvent poser ce type de solution. C'est toujours le cas quand on parle de n'importe quelle solution, mais le problème que pose l'absence de solution est plus important. Je pense vraiment, contrairement à ce que pourraient penser certains, que effectivement ces problèmes d'optimisation fiscale sont réels et qu'il faut trouver une solution à un moment. Et oui, la solution est peut-être pas parfaite, mais c'est mieux que de pas avoir de solution. Et je pense qu'on est dans ce cas comme dans souvent, j'en parle souvent avec plein de gens, le mieux est l'ennemi du bien, et si là on a une solution qui marche pas trop mal, oui. Voilà. Non, mais moi je trouve que il faut. Après, je m'interroge juste sur les conséquences à long terme d'une taxation du chiffre d'affaires, en fait. Bon, à voir. Et puis surtout, à mon avis, le plus gros problème, c'est qui taxer par cette méthode et qui ne pas taxer. Oui, donc, qui est un GAFAM. C'est ça. Qui n'en est pas.
Et le GAFAM d'hier n'est peut-être pas le GAFAM de demain. Exactement. Donc comment établir les critères? Bon, c'est sans doute une question qui sera posée à des gens plus intelligents que nous. Microsoft, puisqu'on parle de GAFAM et pas de GAFA, Microsoft a précisé les limitations de son système Windows 10 sous ARM, processeur ARM. Alors, on pensait qu'il y aurait quand même une immense compatibilité des processeurs, enfin des Windows 10 ARM, donc processeur type mobile, on va dire, avec le Windows 10 classique. En pratique, il semble qu'il y ait quand même des limitations assez importantes. Il n'y aura pas d'application 64 bits, il n'y aura pas de driver x86, donc il faudra que les drivers soient conçus spécifiquement, pour Windows ARM, ce qui est logique, mais ce qui veut dire que la transition sera pas aussi simple qu'on aurait pu l'espérer il y a quelque temps. Donc les machines Windows ARM seront bien, mais elles seront pas des Windows 100%. On va dire ça sera des Windows 10 à 80% en fonction de vos utilisations, quoi. J'ai un peu peur qu'on retombe dans les problèmes de Windows RT sans le dire. C'est ça qui me fait un peu peur, quoi. C'est la crainte. Je crois qu'on a quand même un pourcentage de compatibilité beaucoup plus important qu'avec Windows RT. Mais oui, mais c'est pas à 100%. Ouais. Va expliquer le problème, c'est toujours le grand public. Nous, à la limite, tech savvy et pas tech savvy, tech savvy, et intéressé, on sera au courant que telle app tourne pas ou qu'il faut la 32 bits et tout. Mais c'est pas comme ça que t'abordes un marché grand public, quoi. Bon, je crois que toutes les apps sont encore disponibles en 32 bits. Tu vois, les gros drivers seront recompilés. Donc, je crois que pour le grand public, justement, ça sera moins sensible. Je crains que ça soit surtout pour des gens qui ont besoin d'une application spécifique où ils vont se dire, ah merde, celle-là, elle fonctionne pas pour telle ou telle raison, tu vois. Peut-être. Google a établi un petit rapport sur les demandes de retrait de liens suite au droit à l'oubli. D'entre 2014 et 2017, ils ont reçu 2,4 millions de demandes de retrait de liens de la part de citoyens de l'Union européenne, et ils ont suivi la recommandation, donc la demande, dans seulement 43% d'entre eux. Ça veut dire qu'ils ont estimé que presque 60% d'entre eux n'étaient pas légitimes. Mais ce que je note surtout de ce rapport, c'est quelque chose d'un petit peu connexe, qui est, en fait, on n'a pas vraiment eu de grands scandales sur ces sujets, et Dieu sait qu'ils ont quand même été assez suivis d'assez près. La question du droit à l'oubli, quand on a commencé à en parler, nous on était les premiers ici à dire attention, ça peut mener à des dérives inquiétantes, et puis on met ce choix dans les mains de Google, c'est pas forcément une bonne chose. Et moi, encore une fois, je constate, alors il faut quand même se rendre constater les choses factuelles quand on a accès aux données. On n'a pas eu de scandale dans ce domaine. Les choses ont l'air de fonctionner comme on l'espérait dans à peu près le meilleur des cas. Alors peut-être que j'ai raté un scandale sur le sujet, mais j'ai pas l'impression. Là, on est aussi, j'ai l'impression, dans une situation où la solution n'est pas idéale, certainement pas, mais elle semble être meilleure que les problèmes qu'on avait avant de l'implémenter. Donc ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'histoire de la taxation, mais j'ai pas l'impression que ça soit la fin du monde comme certains d'entre nous pouvaient le craindre, et comme j'étais je faisais partie des gens où je disais oulala, attention, red flag, faut faire gaffe, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, après le fait qu'il n'y ait pas eu de scandale vient aussi peut-être du fait que, en termes dans la compétition des bad buzz, c'était peut-être pas, tu vois ce que je veux dire, il y a eu tellement d'infos, est-ce que c'est remonté du coup? Non, mais tant mieux si ça se passe pas trop mal de ce côté-là. C'est ça, oui, je crois que et encore une fois, j'insiste sur ce point qui est presque philosophique plus que tech. Parfois, on a des craintes un petit peu
théorique qu'il est bon d'avoir, mais une fois qu'on a une application pratique et qu'on constate la manière dont se passent les choses, il faut aussi accepter que notre théorie était peut-être pas tout à fait juste, quoi. Et en l'occurrence, je crois que c'est un exemple où, jusqu'à maintenant en tout cas, bon, on avait tiré des sonnettes d'alarme et bon, les problèmes restent, hein. Google est en charge de ses décisions, etc. Mais il y a des recours devant la justice, donc bon, ça a l'air de pas trop mal se passer. Et justement, à propos de Google, il y a 2 rapports différents qui ont été établis et qui ont été rendus publics ces derniers jours, qui m'ont un petit peu fait tiquer parce que on y constate que les liens les accès au contenu sont plutôt drivés par la recherche plus que par les réseaux sociaux. Et ça, c'est une inversion de la tendance qui avait existé sur ces dernières années, où les réseaux sociaux devenaient le moteur principal de du trafic sur le web en force, il prenait de la force, il prenait de l'ampleur par rapport à la recherche. Et là, sur ces derniers 12 mois, on a un retour en force de la recherche qui a dépassé de manière significative les envois de trafic des réseaux sociaux. Alors, il y a plein d'explications à ça, notamment la politique de Google, de Facebook qui change un petit peu, etc. Mais il n'empêche, alors évidemment, les réseaux sociaux restent très importants, il faut pas les négliger, mais la recherche est en train de revenir en force. C'est une constatation que je trouve assez intéressante et ça redonne encore une fois du pouvoir à Google, s'ils en avaient besoin. Sur YouTube, on a également des données. Excuse-moi, je t'interromps, mais si tu as des choses à dire, Non, t'as tout dit sur le sujet. Sur YouTube, justement, des données également intéressantes. Il semblerait que 3% des chaînes les plus vues sur YouTube représentent 85% de toutes les vues et que parmi ces 3%, si on est dans le bas des 3%, ne croyez pas que c'est tout à coup la richesse ultime et que vous avez réussi sur YouTube, parce que même avec si on fait partie de ces 3%, le bas représente à peu près 1,4 million de vues par mois pour une chaîne. Et 1,4 million de vues par mois, ça ne représente que $17,000 par an. Donc évidemment, on peut pas vivre sur un salaire, c'est même pas un SMIC. Toi qui fais ta vie sur YouTube maintenant, qu'est-ce que ça t'inspire ces données ? Je crois que c'est bien, mais en fait, on vit une grande illusion. Effectivement, YouTube est vu comme le nouvel Eldorado par les plus jeunes, parce que. Mais il y a des phénomènes moi, je m'en aperçois maintenant que je suis vraiment dans le truc. D'abord, il y a énormément de phénomènes de concentration, une concentration d'âge, et qui est encore réelle, très réelle aujourd'hui. C'est-à-dire que les 8-18 ans, pour faire large, pour moi, j'ai pas les chiffres, mais doivent représenter 80% de l'audience. Et ces 8-18 ans regardent les mêmes choses. Et donc effectivement aujourd'hui et contrairement à ce qu'on croit, ils changent souvent de chaîne, ils s'abonnent, ils se désabonnent, mais ils restent un peu dans le même sérail et surtout sur le même type de sujet et même traitement de sujet. Il n'y a pas une énorme place à des nouvelles émissions. Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire, mais ce qui est presque attristant, c'est que les gens finalement se tournent vers des vieilles formules télé adaptées à YouTube, sauf exception. Par exemple, quelqu'un comme PewDiePie, que je regarde énormément en ce moment, est quelqu'un justement en ce moment de très intéressant. Il reste énormément suivi, mais il a tellement passé à travers des rideaux de merde, on peut le dire. Enfin, il a eu tellement de backlash et tellement de problèmes qu'il en est presque devenu... Enfin, je trouve ça très intéressant ce qu'il fait aujourd'hui sur YouTube. Peut-être aller s'y réintéresser, ouais. Il est au-dessus de la mêlée. Mais tout ça pour dire, réussir sur YouTube avec l'audience et la publicité, moi je dis c'est quasiment mission impossible aujourd'hui. Je vais être
Ouais. J'ai l'impression aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent, et de jeunes qui se disent, je vais devenir YouTuber, mais et oui, on sait que c'est difficile de réussir, mais quand même être dans le top 3% des chaînes les plus vues, qui accumulent, comme on le disait, 85% de toutes les vues, et ne réussir même en étant dans ces 3% à ne gagner que $17,000 par an. Oui, clairement, je pense qu'il y a des, avec, bon, à la limite, le chiffre importe, mais 1,4 million. Ce que je dirais quand même pour l'autre côté de la médaille, c'est que, on a un autre moyen de voir la chose. C'est que YouTube est une plateforme ouverte à n'importe qui et que de fait, ça veut dire que absolument tout le monde peut très facilement aller mettre ses vidéos sur YouTube. Donc quand on dit 3% des chaînes les plus vues, ça représente quand même beaucoup de monde, vu le nombre de chaînes qui existent. Et même s'ils accumulent 85% de toutes les vues, eh ben les 15% qui restent, c'est énormément de monde, énormément de vues, énormément de potentiel, et ça permet à n'importe qui. On est encore une fois, c'est trivial de le dire, mais on n'est pas dans un cadre de d'industrie, de chaîne de télé ou de radio où il faut du matériel et de l'argent et de l'infrastructure et du personnel pour diffuser son message. En l'occurrence, n'importe qui peut facilement accéder à YouTube. Donc, ouais, deux, trois petites choses quand même là-dessus. D'abord, il n'y a pas que l'audience et la pub qui peut vous permettre d'être une source de revenus si vous faites du YouTube. Mais quand tu dis les 3%, c'est les chaînes qui gagnent 17 000 par... ça, c'est uniquement les revenus basés sur la publicité YouTube, qui généralement, pour la plupart des YouTubeurs, est une part de notre revenu extrêmement faible. Moi, c'est même pas entre 5 et 10% de mon revenu, même pas. Je dirais 5% de mon revenu. C'est la pub sur YouTube. Attends, 10%, ça veut dire que tu gagnes, si c'est 10%, c'est 17 000 dollars, c'est 10%, ça veut dire que tu gagnes 170 000 dollars avec les liens d'affiliation et tout ça. Jérôme, non, ça c'est les jours où je me lève pas, ça. Voilà. Non, mais juste pour dire, c'est une portion congrue de nos sources de revenus. Derrière, t'as les liens d'affiliation, t'as les partenariats avec les marques pour certaines chaînes, et puis il y a de plus en plus de chaînes qui font comme moi ou comme toi. C'est aussi un travail de crowdfunding, travailler non pas sur l'audience mais sur la communauté. Donc je dirais que c'est pas impossible de réussir. Peut-être gagner sa vie, c'est dur. Mais il faut bien réfléchir au truc, et c'est vrai que les portes se ferment pour ceux qui sont à la compète du plus de vues. Ça devient difficile. Il y a de la compétition quand même à haut niveau. Si vous lancez aujourd'hui dans l'humour, il y a intérêt à être dans la beauté, il faut être vraiment très très drôle. Bon, après il y aura des cycles, ce qui est à la mode aujourd'hui changera de mode, donc il faut oser, il faut y aller. Mais diversifiez-vous. Et sur le matériel, je te corrigerai un tout petit peu. Il faut quand même un petit peu plus d'investissement, à mon avis, pour se lancer aujourd'hui sur YouTube que même il y a 3-4 ans. La compétition se fait aussi quand même sur un certain nombre de points techniques, et qu'une chaîne aujourd'hui qui se lance, aussi bon soit son fond, même s'il a un très bon fond, mais qui se lance avec une vieille webcam mal éclairée, machin. Je suis d'accord, mais il n'y arrivera pas. Non, je suis d'accord, mais comme moi je faisais la comparaison avec une chaîne de télé comme TF1. Ah oui, bien sûr. Mais là, on pourrait peut-être se poser la question dans l'autre sens. Est-ce que les télés coûtent pas un peu trop cher? Mais c'est un autre débat. Eh ben, on va en parler dans un instant, justement, avec TF1 qui fait des choses intéressantes. Mais avant ça sera notre dernier sujet. Avant ça, Vero, l'app qui a fait un énorme buzz ces derniers jours, on peut quand même en dire un petit mot très rapide. Alors, il y a des histoires sur le fondateur de l'app et ce qu'il a fait avec des histoires en Arabie Saoudite, ou son père qui est l'ancien président libanais. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Je vais pas trop toucher à ce sujet, mais si ça vous intéresse, sachez qu'il y a des choses qui ont l'air pas très très claires là-dessus, même si lui les nie. Mais l'app en elle-même qui a fait beaucoup de buzz, c'est une app réseau social qui est, pour la décrire de manière un peu simple, le Instagram, donc pour le partage des photos, mais où on peut partager un petit peu tout. On peut partager des photos ou des vidéos, mais on peut aussi partager des films en les recommandant ou pas, donc ça donne le lien vers le film, de la musique, de quoi d'autre, etc. Bon, il y a plusieurs autres choses. Elle a fait beaucoup de buzz. Sans doute, elle existe depuis un moment. C'est ça qui est
ironique, c'est que elle existe depuis un moment. Et elle a fait du buzz parce qu'elle a annoncé qu'elle serait gratuite pour le premier million d'utilisateurs, et tout à coup tout le monde s'est mis à créer son compte, bien sûr. Un truc intéressant, c'est qu'on peut choisir dès le départ quel type de relation on a avec la personne avec laquelle on se connecte, et ensuite on va partager notre update avec plus ou moins de monde. C'est pas la première à faire ce type de choses, mais elle le fait plutôt bien. Est-ce que toi, tu as installé l'application? Est-ce que tu as un avis sur la chose? Non, même pas. Tu te dis c'est un buzz qui va disparaître aussi vite qu'il est arrivé, comme c'est arrivé souvent d'ailleurs avec d'autres applications comme Path ou Hello ou Dieu sait quoi. Ou Diaspora ou ce genre de choses. Mais j'en sais rien. Moi, de toute façon, je suis plus à quel est le prochain réseau social que je vais éliminer, parce que je suis en surabondance de réseaux sociaux. Après, je suis pas contre un espèce de s'ils arrivaient à tuer un de mes réseaux sociaux en regroupant des fonctionnalités d'un des réseaux ou de deux réseaux en un, ça m'arrangerait. Mais je les laisserai venir. Je suis plus à une époque où j'installais le moindre réseau social qui passait pour tester, machin, etc. Partager 3 photos et puis après ça passait de mode. Si Véro prend de l'ampleur, le truc qui est quand même embêtant. Mais tu feras pas partie des premiers millions qui auront accès gratuitement à l'application sans pub, J'en ai rien à foutre. Désolé, hein, mais c'est comment faire son premier million d'utilisateurs. Tu fais comme ça, hein. Moi, il faut le savoir, hein, ma chaîne YouTube, le premier million d'abonnés à ma chaîne YouTube sera entièrement gratuite. Pour la suite aussi, mais ça vous n'êtes pas censé le savoir. Voilà, mais je le dis aujourd'hui officiellement, aidez-moi à arriver à 1 million. Et pour le premier million d'abonnés à Nowtech, c'est gratuit pour vous. Voilà. C'est trop gentil. Moi, je suis déjà abonné. Je fais partie du premier million, donc je suis content. Et ben voilà, t'es content. Il faut avouer que effectivement, l'app commence déjà à être un petit peu oubliée. Donc peut-être. Ouais. Et puis aujourd'hui, justement, on a peut-être la maturité de se dire où vont mes données, d'être peut-être un petit peu plus prudent qu'il y a 5-10 ans. Quand on se lançait dans les réseaux sociaux, qu'on disait tout ce qu'on aimait sur Facebook et tout ça, où on se rendait pas compte. Ouais. En l'occurrence, Véro, en plus, a des conditions d'utilisation pas très claires sur ce sujet, donc. Ouais. Non, la vérole ne passera pas par moi. Je pensais que t'allais aller vers véreux ou un truc comme ça, mais bon. Ouais, bon, il suffit de rajouter un L. Bon, et dernier sujet qu'on va évoquer, c'est TF1 dont on avait déjà parlé à l'épisode précédent. Vous savez que TF1 fait un petit peu la guerre aux fournisseurs d'accès en disant qu'ils veulent être payés pour la diffusion de leur contenu. De l'autre côté, les fournisseurs d'accès disent vous êtes gentils, mais votre contenu est disponible pour vous sans aucun effort sur toutes les chaînes de la TNT, enfin sur les réseaux comme la TNT et les réseaux aériens. Nous, on a eu des frais incommensurables pour construire notre réseau. Vous voulez pas en plus qu'on vous paye pour vous donner accès aux auditeurs. Vous nous donnez pas de l'argent de la pub que vous faites en utilisant nos réseaux. Donc non, on a une bonne entente. Personne ne paye personne et c'est très bien. Eh bien, TF1 qui brandissait des menaces genre non, il faut que vous nous payiez. C'était le cas d'M6 aussi, ça s'est résolu plus ou moins, mais TF1 est revenu à la charge. Eh bien, Canal a, comme on dit en anglais, called its bluff, et ils ont pas cligné des yeux dans ce combat, et ils ont carrément coupé TF1 à leurs abonnés sur le réseau de Canal. Et Free a annoncé qu'à la fin du contrat, enfin que dans très peu de temps, a priori c'est dans quelques semaines, ils vont également couper TF1 parce que ils ne veulent pas payer TF1 pour avoir leur accès à leur contenu et pour pouvoir diffuser leur contenu. Et là évidemment TF1 se retrouve comment on dit cul et chemise, voilà, le cul à l'air, on va dire. Voilà, les fesses à l'air, parce que je pense que clairement c'était un bluff. Et là, ils réagissent avec cette décision est scandaleuse. Nous étions en train de négocier. Comment avez-vous pu couper notre contenu, machin. Évidemment, c'est très problématique pour TF1 puisque ça veut dire que leur audience diminue de manière significative, même si ça représente que quelques pourcents
le groupe Canal, et c'est déjà beaucoup. Et si en plus Free s'y met, ça met la force du côté des FAI. Je pense que TF1 va très très vite faire marche arrière. Ça va se résoudre, mais pas se résoudre comme TF1 l'aurait voulu. Moi, je suis un petit peu dans l'esprit. Je sais que c'est des grandes sociétés eux, ils sont tous en train de protéger leurs intérêts. C'est normal. Mais moi, je suis plutôt du côté des FAI parce que je trouve ce chantage que fait TF1 d'une part intenable et d'autre part injuste. Donc moi, je trouve que c'est bien fait pour TF1, quoi. Moi, ça me donne l'impression de voir des scènes de ces multiples films sur les dinosaures et leur fin lente où des vieux dinosaures se battent pour la verdure qui devient de plus en plus rare sur une planète qui s'assèche. Je pense que oui, là, c'est l'avenir de l'audiovisuel qui est en train de se jouer. Quelque part, TF1 se rattrape. Ils vont encore très bien, hein. C'est encore des cash machines énormes. Mais ils sentent bien quand même que les choses changent, les habitudes les nouvelles générations. Je sais, hein, TF1 fait encore d'énormes audiences, etc. Mais les nouvelles générations, je sais pas s'ils tiennent à TF1 plus que ça. Il y a certaines émissions qui regardent peut-être sur TF1, mais ils vont pouvoir les regarder en replay ou les trouver quelque part. Là, TF1 croit encore que tout le monde ne regarde les vidéos que sur la télé, quoi. Ils pensent avoir plus de poids qu'ils n'ont vraiment, et je crois que c'est, ouais, et je crois que c'est la preuve là pour le coup, le bluff qui n'a pas fonctionné avec Canal et maintenant avec Free, c'est pas juste bon bah tant pis, on va tenir sur plusieurs mois et on va voir ce que ça donne. Moi je pense que TF1 est en train de paniquer. Là ils se sont dit mais merde putain, ça a pas marché, quoi. TF1 avait cette naïveté de se dire mais les gens vont sortir dans la rue si on leur coupe TF1. Ben peut-être pas, hein. Peut-être pas. Ouais. D'abord parce que même si t'es addict à une émission de TF1, tu trouveras toujours les moyens de la regarder, tu vois, même si on te l'a coupé sur ton truc. Donc les gens je pense qu'il y a des gens qui sont pas contents, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Ensuite, le jeu, c'est pour les FAI et TF1 de savoir sur qui remettre la responsabilité, et les spectateurs vont décider de blâmer telle ou telle société en fonction de la perception qu'ils vont en avoir, et je crois que en l'occurrence la perception c'est un peu TF1 est déraisonnable. On voit en l'occurrence Free qui a mis un message, ils ont le contrôle sur la manière dont ça se passe, ils ont mis un message, un bandeau qui apparaît sur la chaîne, sur la télévision. Quand leurs abonnés regardent une chaîne TF1, il y en a plusieurs, hein, évidemment, le message disant voilà, nous sommes en négociation avec TF1, leurs demandes sont déraisonnables, donc nous sommes au regret de devoir couper. Enfin, je sais plus quel terme ils utilisent exactement, mais voilà, ils disent ça, et je pense que les spectateurs vont voir ça, ils vont pas se dire ah mais Free ils abusent de me couper TF1. Ils vont se dire ah mais qu'est-ce qu'ils font TF1, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas que je puisse les regarder chez Free, quoi. Donc, ouais, mais au fond, ce qui est complètement dégueulasse dans cette histoire, c'est que c'est les utilisateurs qui sont pris en otage dans des négociations. Ces chaînes et même ces FAI ne sont pas de bonnes sociétés de services. On devrait pas être au courant de ça. Elles devraient. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais parfois, tu vois, ça atteint des niveaux où là, je suis désolé. Enfin, franchement, je suis toujours prêt à voir les deux côtés de ces débats. Mais là, franchement, j'ai du mal à prendre le parti de TF1. Oui, je comprends qu'ils ont des problèmes, mais enfin, si on part comme ça, effectivement, ils devraient reverser une partie de leurs revenus de la pub aux partenaires qui les diffusent, tu vois. Je défends pas du tout TF1. Je dis juste que aujourd'hui, le visionneur de télé est encore vu comme un cerveau disponible, captif. On lui doit pas un service. Ils sont là à se battre entre eux. Ce qui risque de se passer, c'est qu'une génération, une frange des clientèles commence à se dire attends, s'ils me traitent comme ça, moi je vais regarder des canaux alternatifs. Moi je vais regarder Nowtech sur YouTube. Exactement. Très bien. Ouais. Non, moi je crois que tout ça va se régler et TF1 va revenir très très vite sur tous ces FAI, c'est tout. La queue entre les jambes. Ouais, mais il aura perdu de sa superbe. Hein, ça, oui, clair, bien sûr, c'est un camouflet, c'est certain. Ouais. Bon, bah écoutez, on verra comment ça se passe, mais c'est pour le moment la fin de cet épisode qui est effectivement, on n'a pas fait tout à fait 1 heure, mais on avait quand même 2 semaines de news à traiter, donc c'était un petit peu plus long.
Et puis grand bonheur, je pense, pour les auditeurs qui se disent c'était quand même un petit peu trop un petit peu trop court. Merci Jérôme. On sera de retour dans une semaine seulement. Incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Tu veux dire dans 7 jours? Exactement. Un autre rendez-vous tech. Un autre rendez-vous tech dans 7 jours. Et si vous souhaitez soutenir le rendez-vous tech dans sa démarche et dans sa proposition qui est toujours plus de respect pour les auditeurs, vous pouvez le faire. C'est votre choix. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et devenir patriote. Vous aurez accès à plein de récompenses super méga cool. Et surtout, vous aurez la satisfaction de faire partie des gens qui soutiennent les contenus qu'ils apprécient. C'est un privilège que j'ai également moi, que je soutiens. Je soutiens également des contenus que j'apprécie avec grand plaisir. Je peux vous assurer que ça rend heureux, beau, intelligent. Donc patreon.com/rdvtech pour tout ça. Le lien est dans les notes de l'émission. Et pour en savoir plus sur ce que fait Jérôme, où faut-il aller, Jérôme ? Eh bien, il faut aller sur Nowtech, la chaîne Nowtech sur YouTube, et vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, soit sur le compte Nowtech TV sur Twitter, soit sur le compte Jérôme Kenbock sur Twitter. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. FrenchSpin.fr, c'est là où vous pouvez trouver les émissions et venir commenter si vous trouvez qu'on a dit beaucoup trop de bêtises et que vous voulez nous expliquer pourquoi on s'est totalement trompé. D'ici, on sera de retour donc dans 7 jours seulement. J'ai déjà très très hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Oh, c'est fou, à la semaine prochaine. Ciao ciao.